Extrait des Mémoires de guerre du général de Gaulle, troisième tome, Le Salut. Allocution prononcée à la radio par le général de Gaulle le 24 mai 1945. Ainsi donc, quelques mois après avoir connu la fierté de la libération, nous venons de goûter la douceur de la victoire. L'affreux cortège des deuils, des larmes et des angoisses est à la fin terminé. Mais comme il était prévu, c'est le lendemain même que sont apparues, sous une lumière plus crue, les difficultés qui encombrent encore le présent. Car certaines épreuves, que l'on supportait vaillamment tant que la France jouait son destin au combat, que nos soldats tombaient sur les champs de bataille, que nos captifs étaient détenus par l'ennemi, nous semblent soudain aujourd'hui plus amères et plus irritantes. Cependant, nous savions tous qu'il ne suffirait pas que les canons se taisent en Europe pour que soit, en un instant, réparé tout ce qui a été détruit au point de vue matériel et au point de vue moral, pour qu'ait disparu la grande fatigue des hommes, pour que l'activité reprenne son cours normal, pour que nos institutions et nos mœurs soient rebâties et rénovées. S'il est vrai qu'à travers les vents et les marées a été sauvé l'essentiel, indépendance nationale, intégrité et unité du pays et de l'Empire, liberté des Français, moyens physiques de vivre, il ne l'est pas moins que, pour devenir tels que nous voulons être, je veux dire prospères, puissants et fraternels, nous avons à faire sans tarder des choses très grandes et très difficiles, et nous avons à les faire à la fois. Nous avons à faire la paix, c'est-à-dire à réaliser, en fait et par traité, avec les autres nations du monde, ce pourquoi nous nous sommes battus, ce pourquoi nous avons tant souffert, ce pourquoi nous venons, avec nos alliés, de remporter la victoire. Il s'agit de régler la situation de la France quant à sa sécurité et à ses rapports avec les autres. Il s'agit de modeler à nouveau la figure de l'Europe et demain celle de l'Asie, de manière qu'elle soit équilibrée, viable, équitable. Il s'agit de bâtir une organisation du monde telle que le droit et la justice soient assurés de régner. Cela commande non seulement le destin de notre pays et celui de chacun de nos enfants, mais encore l'avenir de tous les peuples de l'univers, celui des millions et des millions d'hommes et de femmes qui peuplent et peupleront la terre. Nous avons assez durement vécu en tant que nation pour mesurer que tout, à commencer par notre bonheur ou notre malheur, dépend directement de la façon dont s'établira cette solidarité humaine. Rien n'est donc plus important, aux jours où nous sommes, que les conditions dans lesquelles la paix va solidifier un monde que la guerre a mis en état de fusion. Rien ne dépasse, vous pouvez m'en croire, le poids des responsabilités que portent en ce moment ceux qui ont la charge de parler et d'agir au nom de la France, pour atteindre un but si grand, et au milieu d'un univers qui n'est certes pas commode. Rien ne dépasse, pour la France, son droit et son devoir de prendre sa place et de jouer son rôle dans la mesure de ses moyens. Je dis bien dans la mesure de ses moyens, car par le temps qui court, chacun n'est entendu que suivant ce qu'il pèse. C'est pourquoi, dès l'instant où les armées cessent d'être la raison ultime des nations, c'est la capacité de vivre, de travailler, de produire, qui devient aussitôt la condition la plus impérieuse de l'indépendance et de l'influence d'un pays. Pour pouvoir faire valoir, comme il faut et au bénéfice de tous, nos intérêts et notre idéal, le plus urgent et le plus nécessaire est pour nous, maintenant, de rentrer au plus tôt dans l'activité économique générale, non point comme un peuple qui attendrait tout des autres, mais comme des gens qui travaillent, tirent le possible de leur sol, de leur sous-sol, de leurs usines, de leurs ports, de leurs voies de communication,
se montre capable d'échanges et donne le spectacle de l'ordre et de la bonne santé dans les domaines politique, social et moral. Nul n'ignore à travers le globe qu'il n'y a pas de rayonnement dans la confusion, ni de progrès dans le tohu-bohu. C'est pourquoi, à partir d'à présent, ce ne sont plus seulement nos facilités d'existence, notre niveau de vie, mais bel et bien notre valeur et notre figure dans le monde qui dépendent de notre production. Hier, il n'y avait pas de devoir national qui l'emportât sur celui de combattre. Aujourd'hui, il n'y en a pas qui l'emporte sur celui de produire. Je n'énumérerai pas, une fois de plus, les conditions qui freinent la reprise. Je n'entreprendrai pas non plus de démontrer que, dans cette pénurie qui ne peut cesser que peu à peu, il faut à tout prix s'abstenir de tout acte de facilité, qui, sous le prétexte fallacieux de soulager le présent, compromettrait gravement l'avenir. Je me garderai par exemple d'expliquer ce que tout le monde sait comme moi, savoir qu'en temps de disette, il est absolument nécessaire de maintenir à des niveaux déterminés et conjugués les prix, les salaires et les traitements, faute de quoi la course commence entre ces trois éléments, course au bout de laquelle il y a infailliblement l'inflation, la ruine de la monnaie, l'effondrement des finances de l'État et la misère pour presque tous. Assurément, le blocage des prix, des traitements et des salaires ne peut combler aucune des catégories qui y sont soumises. Ni les producteurs industriels ou agricoles ne se satisfont de voir leurs bénéfices réduits à peu de choses, si même ils ne subissent pas de pertes. Ni les ouvriers, employés, fonctionnaires ne s'accommodent volontiers de ne pouvoir se procurer, au moyen de leurs émoluments, des denrées et des objets qui, en fait, n'existent pas en quantité suffisante. Pour les pouvoirs publics, le jeu facile et coupable de la démagogie consisterait à accroître artificiellement les revenus fictifs des uns et des autres, ce qui, sur l'instant, leur donnerait l'illusion agréable de se trouver avantagés, mais qui les mènerait, avec le pays, tout droit à la culbute. Le devoir consiste, au contraire, à fixer dans leur ensemble les prix, les salaires et les traitements de la façon la plus équitable possible et à s'y tenir fermement. Le gouvernement a pris en connaissance de cause ses décisions à cet égard. Il a fixé ce qui doit l'être. Il s'y tient et s'y tiendra. Dans la situation où nous sommes, le ralentissement des efforts des producteurs, ou bien les grèves, lorsqu'elles se produisent, ne peuvent avoir d'autres conséquences que d'aggraver davantage, au détriment de tous, les déficiences de la production. Tout le monde y perd, excepté peut-être ceux qui voudraient faire du mécontentement un moyen d'action politique. Mais je suis sûr que les ouvriers, les employés, les industriels, les agriculteurs ont compris, comme ceux qui les représentent, quel est l'enjeu et de quoi ils retournent, et je tiens à leur déclarer que, tout en ne connaissant que trop bien leurs peines et leurs difficultés, j'ai, quant à moi, confiance dans leur raison, leur conscience, leur souci de l'intérêt général. Ceci dit, je tiens à ajouter que les pouvoirs publics, tout en s'opposant, comme ils le doivent, au déséquilibre mortel, entendent s'appliquer à améliorer, autant que faire se pourra, les conditions dans lesquelles sont réparties les denrées et matières que fournit la production, et d'abord celle du ravitaillement. À cet égard, comme à d'autres, nous ne subissons pas seulement les effets d'une pénurie trop connue, mais aussi nous portons le poids des déplorables habitudes que le régime créé par l'occupation ennemie a répandues partout chez nous. Quoi qu'il en soit, c'est là le domaine où le gouvernement tout entier, maintenant affranchi des devoirs primordiaux et absorbants que lui imposait la conduite de la guerre en Europe, va pouvoir consacrer une part essentielle de son activité et peser de tout son poids. Les problèmes immédiats d'existence qui sont posés devant la nation ne la détournent pas de regarder l'avenir qui, pour elle, s'appelle la reconstruction. Mais il va de soi qu'en matière de régime économique, social et familial,
pas plus qu'en matière de mœurs et d'institutions politiques et administratives. Reconstruire la France ne signifie revenir à l'état des choses qui existait avant cette guerre. Dans ces domaines, le pays a passé comme un contrat avec lui-même et, quant à moi, dès les premiers jours où les circonstances m'ont amené, il y aura bientôt 5 ans, à exprimer ce qui était conforme à ses sentiments et à ses intérêts dans le combat pour son salut, aussi bien qu'à ses espérances futures, je ne crois pas avoir à aucun moment changé de but, de conviction, ni de langage. C'est la volonté du pays, comme celle du gouvernement, de voir s'accomplir le plus tôt possible et d'une manière pratique et efficace certaines réformes profondes qui doivent adapter l'État et la société française au caractère de notre temps. Le pays, d'ailleurs, n'a jamais cru et ne croit pas qu'il soit bon d'accomplir ces changements dans l'improvisation et dans la bousculade. En tout cas, maintenant que les batailles sont gagnées et que le principal effort de conception et d'organisation peut se porter sur d'autres objets, je puis faire connaître que l'année 1945 ne sera pas achevée que 3 séries de nouvelles et importantes réformes n'aient été réalisées. Il s'agit d'une réforme de la fonction publique qui mette notre administration mieux à même qu'elle ne l'est de faire face aux problèmes modernes. Il s'agit de dispositions qui placent organiquement entre les mains de l'État, sans spoliation assurément, mais pour le service exclusif de la nation, 2 leviers de commande essentiels, savoir la production du charbon et de l'électricité, dont dépend en grande partie le développement économique du pays et de l'Empire, et la distribution du crédit, par quoi il deviendra possible d'orienter tout l'ensemble de l'activité nationale. Il s'agit enfin des mesures concernant le peuplement de la France, tant par des garanties attribuées aux familles que par des règles rationnelles concernant l'immigration. On raconte que les marins, qui, aux côtés de Christophe Colomb, naviguaient longuement et durement vers l'Amérique inconnue, se laissaient troubler parfois par les épreuves du voyage. Alors, pour reprendre courage, ils évoquaient le monde nouveau où les portaient leurs navires. Et c'est au pire moment de leur angoisse et de leur fatigue qu'ils aperçurent la terre à l'horizon. Nous, Français, dans l'extraordinaire aventure où nous fûmes précipités, nous avons maintenant dépassé les plus grands périls et les plus grandes douleurs. Le port s'offre à notre vue. Pour ne point échouer avant de l'avoir atteint, soyons unis, soyons patients, soyons laborieux. Regardez, au-delà des peines et des brumes du présent, un magnifique avenir s'ouvre, une fois de plus, devant la France. C'est à nous, ses enfants, qu'il appartient de le lui conquérir.